Salut Pauline. Salut Mégane et salut à toutes. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine, on parle de sexualité et de maternité avec Manon du compte Instagram Sexualité et Maternité. Elle nous expliquera comment elle accompagne les femmes dans leur sexualité lorsqu'elles sont devenues mères. Ces questionnements qui sont souvent tus, bien que très importants pourtant, nous seront expliqués par Manon qui nous donnera également des clés pour réapprivoiser cette sexualité après ce chamboulement qu'est la maternité. Bonne écoute. Bonjour Manon, merci Manon. beaucoup d'être avec nous sur le podcast Truc de Meuf aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à toutes les deux, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci de votre invitation. Déjà, c'est un plaisir pour moi de parler de mon sujet de prédilection, la sexualité en période périnatale. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Manon, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et je suis en couple. Et je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, coach, et donc spécialisée depuis quelques années en périnatalité. Voilà, donc j'accompagne des femmes principalement, des couples aussi, quelques hommes, puisque j'aborde vraiment tous les sujets autour de la sexualité, c'est pas que la périnatalité, en ligne maintenant depuis 2-3 ans. Et exclusivement, avant j'avais un cabinet, maintenant c'est en ligne, voilà. Est-ce que c'est le confinement qui t'a poussé à travailler uniquement en ligne ou ça n'a rien à voir? Oui, enfin, c'était pas forcément une décision, mais quand j'ai vu que ça se passait très bien en ligne et que les gens on faisait le même travail, j'ai lâché le cabinet. En plus, on a déménagé à ce moment-là. Enfin bon, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai lâché le cabinet et ça me convient très bien comme ça. Bon, c'était le moment opportun en fait. C'est ça. J'ai ouvert le compte Instagram à ce moment-là, en avril 2020, voilà. Pas du tout dans un objectif professionnel au début, c'était vraiment un partage. Et puis, j'ai eu des demandes d'accompagnement et voilà, ça s'est enclenché comme ça. Oui, parce que tu tiens le compte Sexualité et Maternité sur Instagram. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on échange aujourd'hui sur le sujet donc de la sexualité et de la maternité. Donc tu nous disais que ça s'est fait un petit peu dans une optique de partage. Ça veut dire que sur ton compte, ce qu'on peut retrouver en priorité, c'est des conseils pour les personnes justement qui auraient des questions au sujet de leur sexualité? Alors oui, des conseils et je dirais presque, de moins en moins parce que je m'aperçois aussi, ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier-là, que c'est extrêmement personnalisé. Donc bien sûr, on est sur Instagram, ce sont des posts, on fait des grands clichés, mais moi j'aime surtout amener des prises de conscience en fait. Permettre aux femmes surtout de réfléchir, de se poser la question et de se dire mais attends, est-ce que en fait c'est ok pour moi ce qui est en train de se passer, parce que concernant la sexualité et concernant la maternité, il y a énormément d'injonctions, de fausses croyances, le système patriarcal dans lequel on vit influence aussi beaucoup ces 2 domaines de vie. Donc, j'ai à cœur d'aider les femmes aussi à se poser des questions et ensuite, moi, d'aller en plus en profondeur dans les accompagnements. Mais oui, il y a aussi des conseils et des pistes de réflexion. Et du coup, tu as la sensation que justement les femmes sont quand même très mal informées au sujet de leur sexualité, de ce dont tu parlais, du consentement et de ce qui est leur propre choix, de comment fonctionne leur corps? Oui, énormément. Les hommes aussi. Alors on va dire qu'on est moins surprise que les hommes le soient, mais les femmes, effectivement, on a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, surtout sur la sexualité en postpartum. Il y a beaucoup de doutes sur la sexualité pendant la grossesse. Il y a, je pense, un manque d'informations sur la sexualité quand on est aussi en phase de conception, notamment en période de PMA, où en fait le couple est extrêmement challengé. Et en fait, il n'y a pas tellement d'accompagnement, de suivi, d'expression possible sur ces sujets-là. Et les couples sont complètement livrés à eux-mêmes. Et moi, j'assume de dire que ça devrait être quasiment automatique d'être accompagné, soit seul, soit en couple durant cette période-là de vie, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations et de peurs qui sont véhiculées. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous parler justement des informations, des fausses informations qui sont véhiculées sur ce sujet, des fausses croyances qu'on peut avoir? La première, elle va être de croire que la sexualité est dangereuse pendant la grossesse, par exemple. On entend beaucoup ce genre d'informations
Ouais. Et oui, on l'entend encore. On l'entend encore. Après, il y a une distinction à faire entre des personnes qui savent que c'est pas dangereux, mais qui ont peur quand même. Et des fois, on a des peurs irrationnelles, et je sais que ça craint rien, mais j'ai peur quand même. Et c'est important de respecter ça aussi. Moi, je n'ai aucune injonction, évidemment, dans mon discours. Il faut faire l'amour pendant la grossesse. Mais par contre, il y a vraiment des personnes qui croient que c'est dangereux. Or, ce n'est pas le cas, sauf contre-indication médicale, où c'est le médecin, le gynéco, la sage-femme qui va dire que. Mais en dehors de ces cas-là, il n'y a aucune contre-indication à avoir une vie sexuelle pendant la grossesse. C'est important d'écouter son corps. C'est comme le sport. Voilà, on adapte aussi les positions, notre état physique, émotionnel et mental durant cette période-là où c'est vraiment très en dents de scie. Donc ça, c'est une fausse croyance qui est vraiment beaucoup véhiculée. Il y a aussi la fausse croyance que le postpartum dure 3 mois. Donc, en gros, au bout de 3 mois, tu es censé avoir le corps d'avant, la sexualité d'avant, ta maison rangée comme avant, ton couple qui va bien, tu bosses à nouveau, évidemment, comme si tu n'avais pas eu d'enfant, quoi. Donc, ça aussi... Alors, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est pas du tout le cas. Le postpartum dure entre 2 et 3 ans selon les femmes. Donc, c'est quand même pas du tout le même timing. Et donc, la sexualité, elle met en général beaucoup de temps à se réenclencher, alors que les femmes se mettent la pression parfois au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on sait que la première année, pour bon nombre d'entre nous, il y a des exceptions bien sûr, mais pour bon nombre d'entre nous, la première année, c'est vraiment pas la priorité et c'est OK. Et parfois, c'est même plus qu'1 an. Donc voilà, c'est des fausses croyances là-dessus. Il y en aurait certainement plein d'autres. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on est souvent accompagné d'un point de vue juste purement médical. Moi j'ai un petit garçon donc je suis passée aussi par là et avec cette question de quand est-ce qu'on peut reprendre des rapports sexuels après avoir accouché et c'est vrai que on a juste des estimations qui sont d'ordre médical. Bah voilà, une fois que on se sent bien, qu'on arrête de saigner, on peut y aller alors que finalement ça prend pas du tout en compte l'état mental et on n'a non plus aucun conseil sur les manières de se réapproprier sa sexualité parce qu'il n'y a pas que la sexualité pénétrative, il y a d'autres moyens aussi de renouer avec sa sexualité et c'est vrai que ça on n'en entend pas du tout parler quand on est suivi dans le cadre d'une grossesse. Non, parce qu'on est suivi par la sphère médicale et la sphère médicale fait son job, à savoir nous informer au niveau médical. Donc ils peuvent, bien sûr que moi j'ai aussi beaucoup de colère parfois sur ces propos-là, mais en même temps je me dis chacun son job aussi. C'est important qu'on ait des informations évidemment médicales, c'est la base. Et après, effectivement, soit de soi-même on arrive à s'écouter et à se faire confiance, à avoir une bonne communication dans le couple et on n'a pas besoin forcément d'être conseillé, soutenu, accompagné sur ces sujets-là, soit ce n'est pas le cas, on doute, on a des peurs. Oui, le médecin m'a dit qu'au bout de 6 semaines, je pouvais reprendre une sexualité pénétrative parce que les loquis sont terminés. Mais moi, je le sens pas. Est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce que je dois me forcer un peu parce que sinon, ça va jamais revenir? Et puis, mon partenaire, il commence à trouver un peu le temps long. Voilà. Et tous ces questionnements-là, en fait, j'entends que c'est très difficile d'oser aller en parler à quelqu'un d'extérieur. Et en même temps, c'est important parce que beaucoup de femmes se forcent, beaucoup de femmes ne s'écoutent pas, beaucoup de femmes ont peur d'être quittées, trompées, jugées, critiquées parce qu'elles mettent du temps à être de nouveau disponibles sexuellement. Et moi, mon travail, il est aussi là, en fait, d'amener cette dimension émotionnelle, énergétique, mentale, cognitive à cette reprise de la sexualité en postpartum ou même pendant la grossesse d'ailleurs. Parce qu'effectivement, et tu l'as dit Pauline, du coup, la sexualité, elle n'est pas que pénétrative. Donc quand en général on nous parle de la sexualité, on nous parle de la pénétration. Vous pouvez reprendre la pénétration quand vous ne saignez plus, etc., etc. Mais il y a des femmes qui plutôt ont envie de moments sexuels non pénétratifs. Et c'est OK, en fait, elles peuvent très bien le faire. Il y en a même qui ont envie plutôt de pénétration et c'est OK aussi. Il y en a, elles mettent beaucoup plus de temps. Et c'est important de pouvoir se départir de ces injonctions, de cette pression, de ces peurs. C'est pas forcément chose facile à faire. On se compare beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, il y a la pression extérieure, parfois du partenaire pour certaines, et puis la pression qu'on se met, comme tu disais, on attend d'une femme qui vient d'avoir un bébé que sa maison soit propre, qu'elle ait repris le travail, qu'elle soit en forme, comme si rien ne s'était passé, quoi.
Ah oui, et c'est dramatique parce que, en tout cas, de mon point de vue, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, on régresse. On régresse. Je pense on pourrait avoir l'impression que justement, vu qu'il y a beaucoup plus d'informations, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc., les choses avancent dans le bon sens, mais de mon point de vue, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc, on a beaucoup de travail encore, et c'est pour ça que vous, moi, notamment, on contribue aussi à ce que les choses bougent dans le bon sens pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes, que pour les enfants aussi, qui sont impactés par tout ça. Donc, il y a toujours beaucoup de pression, beaucoup de pression. Moi, j'avais une petite question du coup, parce que je suis ton compte Instagram depuis quelques temps et j'ai vu passer du coup certaines de tes publications où tu disais que tu aidais les femmes à dire que non, c'était pas le moment, etc. pour reprendre une sexualité, pour oser le dire en fait à leur partenaire. Comment est-ce que tu accompagnes du coup ces femmes? Comment ça se passe en fait un coaching avec toi? Alors, c'est très individualisé. Évidemment, il y a chacune avec leur problématique, entre guillemets, parce que c'est ça déjà le premier problème, c'est qu'elles considèrent qu'elles ont un problème. Donc ça, c'est important pour moi aussi de le dire. Non, je viens vers toi parce que je n'ai pas de désir sexuel. Mais tu n'as pas de désir sexuel par rapport à qui, par rapport à quand, comment. Enfin, en fait, j'ai moins de désir sexuel que mon partenaire, donc j'ai un problème. Donc déjà, on travaille aussi là-dessus sur est-ce que c'est réellement un problème, pour qui c'est un problème, comment toi tu le vis. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'elles ont complètement intégré que c'était de leur faute. La notion de culpabilité, elle est centrale dans mes accompagnements, autant sur leur relation avec leurs enfants, autant sur leur vie sexuelle absente ou pas assez fréquente en général pour le partenaire. Je fais une petite parenthèse, c'est une généralité que je dis parce que je reçois aussi des couples dont c'est l'inverse, il faudra le dire aussi, il y a quand même des hommes, peut-être ils sont moins nombreux peut-être, qui ont aussi une baisse de désir sexuel après la naissance d'un enfant. Devenir papa, c'est pas anodin non plus pour tout le monde. Donc, mais en général, c'est plus souvent dans ce sens-là, dans les couples hétérosexuels en tout cas. Et là, déjà, on déconstruit ça. Est-ce qu'on peut trouver un autre mot que problème? Pourquoi c'est un problème? Pourquoi il faudrait que tu aies autant de désir sexuel ou plus de désir sexuel que ton partenaire? Parce que c'est souvent le problème qui revient. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup autour du désir sexuel. Après, j'ai aussi des femmes qui viennent parce qu'elles ont un vaginisme ou des dyspareunies, donc des douleurs qui sont liées à la pénétration. Ou des difficultés à jouir, à lâcher prise, à profiter, à s'autoriser le plaisir, voilà. Mais très souvent, c'est autour du désir. Donc, déjà, c'est intéressant de chercher à leur réapproprier les choses. Est-ce que toi, tu as envie, en fait, là, maintenant, dans ta vie, est-ce que toi, tu as envie de réinvestir ta sexualité, de te sentir plus libre, plus épanouie dans ta sexualité, ou en fait, c'est pas le moment pour toi et c'est ok. T'as le droit en fait que ce soit pas le moment pour toi. On n'est pas toute notre vie obligé de surinvestir notre vie sexuelle. Il y a des périodes, il y a des cycles. Et en période périnatale, que ce soit en conception, grossesse, postpartum, pour beaucoup de femmes en tout cas et même beaucoup de couples, la sexualité c'est pas, ou alors elle est liée à la reproduction. Donc on déconstruit vraiment ça et après moi je les accompagne aussi à apprendre à se connaître. Parce que la maternité, elle nous fait changer à tout niveau. Et on vit chacune à notre manière. Il y en a qui le vivent très bien, puis d'autres qui ont plus de difficultés. Donc, je les accompagne aussi à retrouver un peu ou à trouver une harmonie. Je dis pas équilibre, je dis vraiment harmonie. C'est leur harmonie à elles. Et peut-être que l'harmonie, c'est d'être 80% du temps maman et 20% du temps femme. C'est leur harmonie à elles. Donc, de réapprendre un petit peu à danser entre ce rôle de femme, d'amante, de conjointe et ce rôle aussi de maman qui est nouveau pour elles. Donc voilà, elles viennent à moi aussi avec des gros soucis de fatigue, d'épuisement, d'émotionnel évidemment qui est très en dents de scie, des conflits de couple, des difficultés de communication dans le couple, on ne se comprend pas, j'ai l'impression de tout prendre en charge et même la charge sexuelle parce que maintenant monsieur me dit qu'il en a marre d'avoir des rejets, donc il me dit qu'il vient plus, donc c'est à moi de venir. Donc la sexualité, elle ne repose que sur moi. Il y a cette culpabilité qui est assez importante, je trouve aussi sur les femmes après qu'elles soient devenues mamans.
de se dire, bah voilà, comme tu dis, c'est de ma faute. Enfin, ouais, c'est vraiment une culpabilité, je trouve, qui est importante quand on écoute les jeunes mamans parler. Vraiment, ouais, elles culpabilisent, je trouve, beaucoup. Oui, et puis ça crée une charge mentale parce qu'elles sont là, bon alors attends, j'ai déjà dit non 3 fois, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour, alors là il faut peut-être que je dise oui, mais quand est-ce que ça pourrait être possible, et puis peut-être que si je tente ça, ça va fonctionner, je vais avoir envie, ou peut-être je me force un peu. En fait, ça rumine énormément, donc c'est aussi du coup ça prend de l'espace mental, en plus de tout ce qu'on a à gérer quand on vient de devenir maman ou même quand on est enceinte. En plus de la charge contraceptive qui peut revenir aussi petit à petit avec... Enfin, bon bref, c'est très lourd à porter tout ça. Et moi, je suis aussi là un peu comme un soutien où il y a un espace de parole, d'expression. Je n'ai pas toujours des solutions magiques à donner à tout, hein, évidemment. Mais d'oser s'exprimer, d'oser dire ça va pas, ça me convient pas comme ça, je sais plus qui je suis, je sais pas la sexualité que j'aime, je reconnais pas mon corps, j'ai pas les mêmes sensations qu'avant. Avant j'adorais ça, maintenant j'aime plus. On s'engueule tout le temps sur le sujet avec mon partenaire, j'ai peur de me coucher en même temps que lui le soir, je sais qu'il est en attente, et moi ça me bloque, enfin voilà. Et donc on déconstruit tout ça et on voit ensemble comment sortir de ce cercle vicieux qui est souffrant pour tout le monde. Et est-ce que des fois, tu as des couples qui viennent aussi, donc avec ces femmes-là qui ont ces problématiques et des hommes qui sont là pour les accompagner, ou souvent les femmes viennent quand même toutes seules pour parler de ce problème? Alors, moi, étant thérapeute de couple, j'ai aussi quand même beaucoup de couples en accompagnement. Mais ça reste une majorité de femmes au départ. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma que je retrouve le plus souvent dans ma pratique, c'est des femmes qui commencent un accompagnement seul. Moi, je fais un accompagnement sur 3 ou 6 mois. Et après, elles font un accompagnement en couple. Okay. Elles ont aussi, elles, besoin, souvent elles me disent, j'ai besoin d'un espace toute seule avec toi, où je peux m'exprimer librement, j'ai envie d'un truc à moi. C'est ce qui peut venir. Après, c'est aussi des fois, mon partenaire, il veut pas, lui, il considère qu'il n'a pas de problème, parce que lui, il a envie de faire de l'amour, donc voilà. Il y a aussi ce schéma-là. Mais j'ai quand même beaucoup de couples, il y a des hommes qui sont quand même vraiment... j'allais dire ouvert à se dire bah oui en fait c'est une co-responsabilité, on a décidé de faire un enfant ensemble, ça bouleverse nos vies à tous les deux, on a besoin de réinventer notre couple et notre sexualité, c'est pas que la sexualité d'ailleurs, c'est notre vie en général, tout est à réinventer avec la naissance d'un enfant, enfin c'est plus rien à voir. Donc ok Manon, on a besoin de soutien, d'aide, d'être guidé, parce que là franchement on est paumé quoi, on sait plus trop, on se retrouve plus, on aimerait bien. Il y a des couples qui vont bien aussi, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Donc voilà, on voit ensemble comment se recréer de l'espace pour la relation amoureuse. Quand le couple en a envie, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il y a des couples qui sont que parents pendant un temps et ça leur convient très bien comme ça. Et à ce moment-là, voilà, il n'y a pas d'injonction à dire il faudrait réinvestir votre relation amoureuse, votre couple conjugal. Non, c'est à chacun son rythme aussi. Hein. Oui, ce qu'on entend. Oui, du coup, toi, vas-y, Megan. Du coup, toi, tu es là aussi pour dire, en fait, c'est chacun son rythme et votre rythme et le temps que vous prenez est OK. Parce que je pense que avec la pression qu'on peut se mettre, etc., on oublie peut-être la temporalité en fait qu'il y a et qui est vraiment personnelle. Donc toi, tu es vraiment là pour leur dire, chacun prend son temps et c'est OK en fait. Oui, et puis c'est aussi mon travail d'identifier si elles ont réellement besoin encore de ce temps-là, ou si en fait ce sont vraiment que les peurs qui les contrôlent. Et là, elles ont aussi besoin de mon soutien à moi pour quand même dépasser ce truc-là, parce qu'après ça devient souffrant pour elles-mêmes en fait de pas réussir à sortir de ce truc. J'arrive pas à reprendre, j'arrive pas, et ça commence à me manquer en fait. J'aimerais bien réinvestir ma vie de femme et en même temps, je sens que j'ai des blocages, j'ai des peurs. Donc, est-ce que c'est réellement parce que là, tu es encore dans un espace où tu as besoin de ce temps et en fait, t'es pas... Et il y a des femmes, ça peut durer plusieurs années, hein, disons-le. Hein. Même jamais revenir pour certaines. Enfin, tout existe, en fait. Toutes les situations existent. Et d'autres qui aimeraient bien que ça bouge et puis qui n'y arrivent pas, en fait. Enfin, il y a aussi des couples qui se sont longtemps perdus. Moi, je pense aux couples que j'accompagne qui ont fait un parcours PMA. Après, il y a eu la grossesse. Après, il y a le postpartum. Des fois, ce sont des couples qui ont vraiment eu aucun répit depuis des années. Donc, forcément, le jour où, ok, l'enfant, il est plus grand, il dort plutôt bien, voire il va à l'école ou à la crèche ou je sais pas quoi, ok, mais n'empêche que le couple, on sait plus comment
se reconnecter en fait. On aimerait bien, mais ça fait tellement de temps qu'on est focus sur autre chose. Donc là, moi, je suis aussi là pour, s'ils en ont envie, s'ils en ont le souhait, de réinventer une nouvelle relation. C'est pas de repartir de zéro, mais en tout cas de redonner une nouvelle impulsion à ce couple qui a vécu des très bons moments, mais aussi des moments très difficiles, et il n'en ressort pas indemne. C'est vrai que c'est des parcours qui sont assez lourds, et effectivement, comme tu le dis, je pense que des fois c'est un peu compliqué de savoir comment se retrouver, et du coup moi vraiment il y a quelque chose que je veux dire, c'est merci de pouvoir proposer ces espaces pour que les femmes et même les couples puissent venir déposer ce qu'ils ont à déposer et venir poser leurs questions et recevoir un soutien, une écoute et une aide aussi pour pouvoir reprendre tout ça, parce que je pense que des fois ça doit être extrêmement compliqué. Moi, je suis pas encore maman, mais le fait de savoir que quand ça sera le cas, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir m'écouter et m'accompagner à travers tout ça, je trouve que c'est hyper important. Et comme tu le disais au début, c'est dommage que cet accompagnement soit pas proposé en fait à toutes les femmes et les mamans et les futures mamans même, au même titre qu'un accompagnement médical finalement. Tu devrais être remboursée par la Sécu. Ouais. Oui, non, mais après, si je fais ce travail, c'est évidemment parce que je le crois utile, et parce que moi-même, étant maman de 2 enfants, c'est ce qui m'a certainement le plus manqué, d'avoir aussi un espace comme ça d'expression. Je pense qu'il faut sortir de la croyance que parce qu'on est heureux d'avoir un enfant, qu'on a décidé la grande majorité du temps d'avoir cet enfant et qu'on aime notre partenaire, ça va rouler quoi. En fait, ce serait super, mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Même s'il y a beaucoup de bonheur et qu'on a décidé de fonder une famille avec une personne qu'on a choisie, l'amour en fait ne suffit pas du tout. Il y a une différence entre l'amour qui baigne dans une famille et les relations familiales qui s'apprennent. En fait, ça s'apprend d'être parent. Pour moi, c'est pareil. En fait, tous les thérapeutes, les coachs qui nous accompagnent à être parents, pour moi c'est pareil, c'est absolument indispensable en fait. Je comprends pas, et même le couple, sans parler de spécialement la périnatalité, mais d'être en couple, ça s'apprend aussi. On s'aime, on a décidé de vivre ensemble, ça va fonctionner quoi. On sait bien tous que non en fait, il n'y aurait pas autant de séparation. C'est complètement différent d'être en couple et d'habiter ensemble en couple. Je trouve qu'il y a vraiment des réajustements à faire. Il faut vraiment prendre la température, voir comment... Parce qu'en fait, on a tous des habitudes de vie qui sont différentes. Et même si c'est la personne qu'on aime, il y a forcément des réajustements à faire. Et c'est vrai que... on n'entend pas assez parler de cet accompagnement qui peut être proposé pour aider justement à trouver une bonne base, une bonne harmonie au sein du couple. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en entende pas assez parler justement, je trouve. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est une question de place en fait, c'est trouver sa place au sein d'un couple, après c'est trouver sa place à 3, puis à 4, selon le nombre d'enfants que l'on a, et en fait à chaque fois c'est réinventer la dynamique familiale, c'est une systémie, c'est vraiment un système la famille, donc du coup des fois il y a le papa qui a du mal à trouver sa place, des fois c'est la maman aussi. Moi j'ai une femme en ce moment en accompagnement qui a vraiment du mal à prendre sa place de maman, elle se fait pas confiance, donc elle laisse un peu toute la place au papa et du coup elle se sent désinvestie. Toutes les situations existent, mais en tout cas je voulais simplement insister sur le fait que il y a quand même énormément de couples qui se séparent la première année de vie d'un enfant. Ouais. Le baby clash, c'est pas une utopie, existe vraiment en fait, et pour moi c'est certainement une des raisons premières pour lesquelles je fais ce travail-là, parce que c'est difficile de se dire là il y a quelques mois on a décidé de faire un enfant puis en fait on fait cet enfant puis on se sépare quoi. Alors je peux très bien que les séparations sont pas toujours utiles et bienvenues, mais la majorité du temps selon moi ces séparations pourraient être évitées. Elles pourraient être évitées dans la grande majorité des cas, surtout la première année où en fait on est pas vraiment soi-même. Oui. On est très empris de nos émotions et donc du coup on peut prendre des décisions qui sont pas forcément toujours, et c'est pas tout le temps le cas, mais pas forcément toujours mûrement réfléchies, et sans être accompagné, c'est dommage
d'enclencher une séparation. Est-ce que tu penses que si justement cet accompagnement que toi tu proposes notamment était proposé aux femmes, aux couples, même avant d'avoir un enfant, soit pendant la grossesse, soit dès qu'ils décident d'avoir un enfant, ça pourrait justement éviter toute cette culpabilité, ces désagréments et puis aussi peut-être ces séparations? Alors moi, je sauve personne, hein. J'ai pas de baguette magique, etc. Donc ça dépend vraiment ça dépend en fait de l'investissement, de l'engagement et d'une décision qui devrait être vraiment intrinsèque à soi, personnelle. Parce que ça m'arrive encore des fois de sentir qu'il y en a un des deux qui est un peu forcé d'être là, quoi. Et là, ça fonctionne pas. Moi, je peux pas pousser les gens à évoluer alors qu'ils l'ont pas vraiment décidé. Mais quand il y a une vraie décision, un vrai souhait de se dire, ok, là, j'ai envie que les choses elles bougent dans un sens qui est plus épanouissant pour moi ou pour nous. Oui, dans la grande majorité des cas, j'ai énormément de témoignages sur mon Instagram de femmes qui expriment à quel point ça leur a fait du bien, qu'elles ont compris des choses, qu'elles ont déconstruit. Et j'ai encore une cliente ce matin qui m'a dit, voilà, j'ai vécu une situation. Habituellement, j'aurais vraiment culpabilisé de cette situation et ce matin, je ne l'ai pas culpabilisée. Elle m'a dit, ce matin, je n'ai pas culpabilisé. Donc oui, il y a vraiment des situations. Moi, j'ai vu énormément de couples repartir sur des très bonnes bases alors que c'était très compliqué. Alors voilà, je ne peux pas garantir à 100% que ça fonctionne toujours, mais en tout cas, moi, j'y mets tout mon dévouement. Et quand j'ai des personnes qui sont vraiment investies, il y a toujours des choses qui bougent, quoi. Et des fois, ce sont des séparations, mais si la séparation a lieu, elle va se passer dans le calme, dans la sérénité, dans le respect de chacun. C'est aussi ça, hein. Moi, je peux accompagner des couples à se séparer, mais pas dans un clash, quoi. Et ça change tout aussi, ça. Mon travail, c'est pas forcément d'obliger tout le monde à rester ensemble ou à faire l'amour 3 fois par semaine, hein. C'est vraiment que chacun il trouve son compte et il trouve une harmonie qui lui convienne. Et oui, c'est très efficace. Ça fait des années que je fais ça et je vois à quel point les gens en ressortent plus heureux. Et du coup, moi j'avais une question. À quel moment est-ce qu'on peut se tourner vers toi, par exemple? À quel moment on se dit effectivement, là, peut-être que j'aurais besoin d'aide. Est-ce que il faut qu'on attende un délai particulier? Est-ce qu'on le fait vraiment quand on sent que là, on a besoin d'aide et qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui puisse nous guider, peut-être? Alors, l'être humain a tendance à se mettre en mouvement quand il est au pied du mur. La grande majorité d'entre nous, en fait, on va agir quand c'est un peu le bout du bout, quoi. Donc, nombre de fois où j'ai entendu que j'étais la dernière chance, voilà. Quand vraiment, après une énième dispute, on m'appelle et on me dit, voilà, Manon, faut que tu... Donc, c'est jamais trop tard, bien sûr. Après, moi, j'encourage les personnes à ne pas attendre forcément que la situation soit très conflictuelle, très dramatique, très difficile à vivre, parce qu'on pourra toujours bouger des choses, mais on va le faire un peu dans la douleur au départ et un peu dans l'urgence aussi. Alors que quand on sent qu'on n'est pas, y a un truc qui est pas fluide, et qu'on aurait toujours un intérêt à prendre aussi, parce que mon travail c'est aussi quand même beaucoup d'informations en sexo, à comprendre des choses, à avoir des clés, d'être guidé, d'être soutenu. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux, voilà, là on a de l'espace en fait dans les accompagnements. Là c'est plus doux, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de, on prend le temps de faire bouger ce qui a à bouger, etc. Donc en fait, je ne peux pas vraiment répondre à cette question de manière très claire. Ça dépend comment vous le sentez. La grande majorité du temps, en fait, on repousse. Non, mais ça va s'arranger. Non, mais dès que notre enfant va faire ses nuits, ou dès que j'aurai accouché, ou dès que je serai enceinte, ou dès que voilà, il ira à la crèche, ou dès que on aura déménagé. Enfin, on se trouve toujours des excuses comme ça pour décaler, et on va se trouver aussi l'excuse de l'argent. J'ai pas d'argent pour le moment, etc. Moi, j'ai eu plein de situations comme ça où ensuite mes clientes m'appellent 2-3 mois après et elles prennent un accompagnement et en 2-3 mois, elles sont pas gagnées à l'euro-million, hein. Donc en fait, c'est aussi important de faire face à nos résistances et de se dire pourquoi il faudrait que j'attende d'être dans une situation extrêmement difficile pour moi pour me faire accompagner. Est-ce que je mérite pas? Est-ce que j'ai pas envie de m'accorder que mon postpartum, par exemple, soit juste plus doux? Parce que voilà, en fait, juste si j'ai quelqu'un à mes côtés pour me permettre de trouver cette harmonie-là, ça va être plus doux.
J'en ai pas besoin, je veux dire, personne n'a besoin de moi ou d'un autre thérapeute ou coach. Hein. On peut tout le faire seul. Par contre, moi, en tout cas, quand je me fais accompagner sur quelques sujets que ce soit, c'est parce que je me dis, je n'ai pas besoin de cette thérapeute ou de cette coach, mais j'ai juste envie parce que ça va être plus léger pour moi dans ma vie. Et ça, dans cette période périnatale, encore une fois, conception, grossesse, postpartum, mais enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est la période dans la vie où on a juste tout intérêt à faciliter les choses, à rendre cette période-là plus légère, plus douce, plus bienveillante envers soi, et les femmes sont souvent très dures envers elles-mêmes. Moi, je les amène à plus de douceur aussi envers elles-mêmes. Donc, on n'est pas obligé d'être dans une situation à se dire on n'a pas fait de l'amour depuis 5 ans, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Même si c'est possible aussi. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que les personnes qui retrouvent pas spécialement de sexualité après un enfant peuvent aussi continuer à avoir une vie de couple, s'épanouir, parce que tu es orienté quand même sur la sexualité, mais est-ce que il est possible d'apprendre à avoir une relation de couple sans sexualité? Pour la majorité des couples, c'est inenvisageable. Mais parce que je pense qu'on croit ça. On croit qu'on nous a tellement bassiné avec le sexe, c'est le ciment du couple, etc. Les hommes ont des besoins sexuels, s'ils font pas l'amour souvent, ils vont voir ailleurs, blablabla. Moi, j'ai entendu ça dès mon adolescence, en fait. Hein. Donc, forcément, moi, en tant que femme, après, je me dis, oh là là, mais ça fait 6 mois que je veux pas faire l'amour avec mon conjoint, ça va pas durer, on va se séparer. Mais en fait, quand on déconstruit ça, il y a des couples qui fonctionnent très bien sans sexualité, comme il y a des couples qui fonctionnent très mal avec sexualité. Donc en fait, tout est possible et c'est vraiment important de créer son propre cadre relationnel. Il y a des couples pour qui la sexualité est vraiment centrale, et pourquoi pas. Et puis d'autres pour qui elle l'est moins, et pourquoi pas aussi. Et c'est pas à la société de dire, ah bah vous faites l'amour, je sais pas moi, une fois par an et il y a un truc qui va pas chez vous. Mais si eux, ça leur convient. Mais ça demande très souvent de faire une démarche de déconditionnement, en fait, pour se départir de cette injonction au sexe, de cette injonction à la jouissance, même en postpartum, t'as à peine accouché, on est déjà en train. C'est pour ça que moi, mon travail, je suis toujours un peu sur un fil, parce que je veux pas transmettre le message de ok, donc t'es en postpartum, et alors, et le sexe, t'en es où? Et le sexe, t'en es où? Enfin, en fait, moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais par contre, je sais que c'est un sujet. Je sais que c'est vraiment un sujet conflictuel pour les couples en période périnatale. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mais mon discours, il est pas du tout injonctif, en fait, là-dessus. Donc, oui, c'est possible. Par contre, ce dont le couple a besoin, c'est d'intimité. Et l'intimité, elle n'est pas forcément sexuelle. Elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale, intellectuelle, et elle peut être physique, non sexuelle. Le couple a besoin de connexion, en fait. On a besoin d'être des partenaires, d'être proches l'un de l'autre. Mais on n'est pas proche que quand on fait l'amour, quoi. Il y a plein d'autres manières, en fait, et notamment dans une période où la sexualité, pour X, Y, Z raison, elle est moins abordable, je dirais. Il y a plein d'autres manières de rester intime avec l'autre, de continuer à sécréter de l'ocytocine avec l'autre. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui fait que l'autre reste, pour mon cerveau archaïque, un allié, en fait, quelqu'un de proche, parce qu'à la base, on est quand même des mammifères, donc l'autre peut vite devenir mon adversaire, quoi. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des guerres de territoire quand on vit ensemble, qui s'occupe de l'enfant, les tâches ménagères, les machins, et donc c'est l'intimité qui va permettre de dépasser ce partage de territoire ou ce partage de pouvoir. Du coup, ce que tu disais un petit peu plus tôt, c'est effectivement ne pas se comparer aux autres, parce que c'est ça qui est très difficile, surtout quand on a le même âge, des enfants à peu près rapprochés, notamment avec les copines, et on essaie un peu de calquer les choses sur les autres, et ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas oublier qu'on est tous uniques et qu'on a tous, comme tu disais, notre chemin, notre parcours et nos besoins. Et je pense que c'est important de se protéger dans cette période-là. Moi, par exemple, mon fils a 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas regardé la télévision. Donc, c'est aussi important de protéger, en fait, notre mental là-dessus. Donc, moi, j'ai fait des gros tris dans mes postpartum. Je faisais des gros tris sur les réseaux sociaux, plein de comptes que je ne suivais plus. J'ai peut-être pu resuivre plus tard. Mais il y a eu une période où, en fait, je me suis dit, non, en fait, ça ne me fait pas du bien de suivre ces comptes-là. Donc, c'est important de faire extrêmement attention à ça, de se préserver, de se mettre un peu dans sa bulle, en fait. Et plutôt que d'être dans de la comparaison, on peut être aussi dans de l'inspiration.
parce que l'idée, c'est pas non plus de s'enfermer complètement, mais d'être dans une démarche de s'inspirer, parce que ce qu'il faut quand même, de mon point de vue, sortir aussi de la croyance que forcément, la sexualité est compliquée en période périnatale. Je pense que c'est important aussi de dire que c'est possible, totalement possible. Il y a plein de femmes qui le vivent et qui me le partagent, qu'en fait, c'est presque mieux depuis qu'elles sont mamans, ou tout aussi bien. Et en fait, de montrer aussi aux femmes que c'est possible. Parce que si on est constamment en train de mettre en avant que les problèmes, que c'est la merde, en fait, ça y est, on a un enfant, notre couple, c'est la merde, notre sexualité, c'est la merde, mon corps, c'est la merde, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça donne plus du tout envie d'avoir des enfants. Donc, je pense que c'est important aussi de se dire, c'est possible d'avoir un couple qui est hyper soudé, presque plus depuis qu'ils ont un enfant, de s'épanouir sexuellement plus qu'avant ou tout aussi bien qu'avant. Enfin, donc, on peut avoir des sources d'inspiration, de montrer aussi que oui, s'il y en a d'autres qui le font, ça veut dire que c'est accessible. Après, est-ce que moi j'ai envie de m'investir là-dedans? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas c'est une possibilité. Donc ça, c'est important. L'inspiration, on se soutient les unes les autres, comme c'est possible d'élever nos enfants avec plus de bienveillance et de conscience. Il y a des mamans qui y arrivent, je peux m'inspirer, puis après faire ma petite marmite à moi. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas? Pareil pour les couples, de montrer qu'il y a des couples qui vont bien après avoir eu un enfant. Il n'y a pas que des couples qui sont au bord du baby clash non plus. Pouvoir le dire. Donc je partage aussi sur mon compte, j'essaie de partager aussi des situations qui sont heureuses pour montrer que voilà, c'est pas une fatalité, je veux dire, que ce soit plus compliqué. La sexualité qu'on avait avant, ça plusieurs études le montrent, hein, la sexualité qu'on avait avant de devenir parent est un facteur déterminant sur la sexualité que l'on aura après. En gros, si j'avais une sexualité qui était plutôt épanouissante, ou dans laquelle je me sentais bien et nourrie avant d'être maman, j'ai plus de chances de revivre ça après. Alors, au bout de combien de temps, ça c'est très individuel, mais en tout cas, j'ai plus de chances de me réépanouir à nouveau dans ma sexualité. Alors que si c'était déjà compliqué avant, j'ai plus de risques que la maternité complique encore davantage ma sexualité. Comme la ménopause. La ménopause, c'est pareil. Voilà, si j'avais une sexualité super avant ma ménopause, il va peut-être y avoir une période un peu de transition compliquée, mais j'ai plus de chances qu'une femme qui n'avait pas eu sexualité positive et agréable avant sa ménopause, d'en avoir une après. Vous voyez? Donc c'est plus ça qui va compter que je sais pas moi, que certains critères qui nous sont balancés à droite à gauche dans les médias sur la qualité de sommeil de notre enfant ou je sais pas quoi, même si la fatigue, c'est le nerf de la guerre. Mais on a souvent l'impression que c'est notre corps qui peut ne plus être capable, alors que ça se joue beaucoup plutôt au niveau du mental et de l'émotionnel. Alors quand même, hein, l'aspect physique est hyper important. Dans le sens où, moi je le dis souvent à mes clientes, un temps que tu dors pas, fous-toi la paix, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'avoir envie de faire des petites pirouettes sexuelles quand on a dormi 2 heures la nuit précédente. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter le corps. C'est un bouleversement énorme pour lui. Il y a des femmes qui récupèrent plus vite que d'autres, évidemment, mais c'est important aussi de faire la distinction entre le désir et la capacité. Des fois, je peux avoir envie, j'aimerais bien refaire l'amour avec mon conjoint, mais en fait, je peux pas. Je peux pas, soit au niveau physique, parce qu'en fait, mon corps, je ne suis pas, je suis trop fatiguée. Moi, j'accompagne aussi beaucoup mes clientes sur l'aspect hygiène de vie, parce que c'est central en période périnatale, autant quand on veut être plus fertile que quand on veut bien allaiter, etc., se remettre après un postpartum. Donc, autant sur la capacité physique que sur la capacité émotionnelle ou mentale. Effectivement, au niveau émotionnel et mental, je peux n'avoir aucune disponibilité pour la sexualité. Donc c'est aussi important moi c'est central dans mon travail d'accompagner les femmes sur leur intelligence émotionnelle, pour apprendre à réguler aussi un peu ces émotions, d'avoir des outils qui vont permettre, pas d'aplatir, hein, l'idée c'est pas d'être des robots, etc., sans émotion, mais en tout cas de nous accompagner à mieux les traverser, parce que c'est souvent très intense. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel, oui, et sur les pensées qu'on a autour de la sexualité. Si je crois que c'est pas possible d'avoir une sexualité en postpartum, en fait c'est pas possible que je le vive. Je ne vais vivre que ce que je crois.
Si je crois qu'en fait, oui, il va y avoir une période qui peut être un peu difficile, où on va devoir s'adapter, il va falloir qu'on réinvente notre sexualité, et on va le faire ensemble, et ça prendra le temps que ça prendra, mais moi j'ai confiance, en fait, le résultat ne va pas être du tout le même. Donc c'est important de travailler beaucoup sur les croyances et les pensées qu'on a sur la sexualité en général et en période périnatale en particulier. Et d'ailleurs, parmi les clientes que tu peux avoir, est-ce que c'est beaucoup de femmes qui attendent ou qui ont eu un premier enfant, ou t'en as aussi qui ont eu plusieurs enfants et qui se retrouvent confrontées à ces problématiques après en avoir eu plusieurs? Ah oui, j'ai vraiment les deux. Je pourrais pas te donner de statistiques, mais j'ai même des femmes qui veulent avoir un enfant et qui en ont pas encore un, mais qui disent j'ai envie que ça se passe au mieux, donc on a le projet d'avoir un enfant, donc là voilà, j'aimerais apprendre plein de trucs et commencer à me préparer. J'ai des femmes qui ont un enfant tout petit, j'ai des mamans qui ont des enfants adolescents aussi, et qui se disent bah ouais, ça fait 10 ans, 15 ans, puis en fait je n'existe qu'à travers mon rôle de maman. Et là, mes enfants, ils sont ados, ils en ont strictement rien à faire de moi. Donc, je me sens complètement inutile et je sais plus. Dans mon couple, il se passe rien. Ça fait 10 ans qu'on pivote, que la sexualité, c'est un peu subi parce que c'est pas que faire ou pas faire l'amour. Il y a des couples qui font l'amour, mais dans quelles circonstances, à quelles conditions et à quel prix. Oui, on a refait l'amour 2 mois après l'accouchement, d'accord, mais à quel prix aussi. C'est pas toujours au bénéfice des femmes. Voilà. Donc j'ai vraiment de tout. J'ai même un couple en ce moment qui a une 50aine d'années, voilà, et qui décide elle vit avec une endométriose et donc elle a des douleurs pendant la pénétration et elle a envie de changer ça, mais ça fait 20 ans qu'elle a mal. Oui, du coup, il y a tout un chemin à déconstruire limite et remettre en place des choses qui font du bien finalement, parce qu'une sexualité subie, c'est très compliqué, je pense. Et surtout qu'en fait, on a normalisé la douleur, nous les femmes. C'est vrai. On a normalisé la douleur. On a normalisé la douleur, on a normalisé le contentement de bon, bah oui, ça va, ça se passe quoi, c'est pas trop mal, ça se passe bien. Non mais j'ai pas mal, tu sais Manon, donc voilà. Que demander de plus quoi, en fait. Je devrais déjà être contente de ça. Donc ça, je le vois beaucoup. Moi, j'accompagne énormément les femmes aussi à beaucoup plus de puissance personnelle, à être plus audacieuses, à être plus ambitieuses pour leur vie, enfin, à oser dire non, ok, c'est correct ce que j'aime, mais moi, je veux mieux, quoi. J'ai droit à mieux, en fait. Oui, bon, bah, lui, il aime bien comme on fait, donc voilà, moi, ça me va, je m'adapte. Ou j'ai mal, mais bon, c'est normal d'avoir un peu mal, non, quand même, je sais pas. J'ai accouché il y a 2 ans, j'ai toujours un peu mal. 2 ans, non, en fait, non, la douleur. Moi, je dis toujours douleur égale erreur. Douleur égale erreur. Ton corps, il t'envoie un message, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Il faut la trouver, il faut qu'on la trouve ensemble. Si elle est médicale, je te reconseillerais vers d'autres personnes, mais en fait, osons nous dire, mais nous, on a le droit de kiffer si on en a envie, bien sûr. Mais on a le droit de kiffer notre sexualité, on a le droit de kiffer notre vie de maman et d'avoir une vie de femme épanouie si on a envie de vivre les deux. Je veux dire, en tout cas, c'est possible. Si j'ai envie d'être à 200% dans mon rôle de mère et que je m'en fous de ma vie sexuelle, t'as le droit. Si t'as envie au contraire d'avoir une vie sexuelle épanouissante alors que t'as des enfants en bas âge, bah t'as le droit. Et tu peux, et tu donnes les moyens, en fait. C'est incroyable. Moi, plus je fais ce travail, en fait, plus j'aime les femmes profondément et plus je nous invite toutes, en fait, à sortir de notre petite cage et à croire que, voilà, ce qu'on a, c'est déjà pas mal, ou on a mal, et ben, ça passera, voilà. Non. C'est normal. Ouais. Priorise-toi. Prends soin de toi, chouchoute-toi, chéris-toi. Et de mon point de vue, après je prêche pour ma paroisse, mais de mon point de vue, d'avoir un accompagnement dans une période aussi challengeante dans la vie d'une femme, c'est un cadeau en fait à se faire. Vraiment, c'est pas forcément qu'avec moi, mais avec des personnes qui travaillent là-dedans, c'est un cadeau à se faire. En fait, je mérite de vivre cette période-là dans ma vie avec le plus de légèreté et de fluidité possible. J'ai le droit.
Ça rejoint des discours qu'on a entendus d'autres personnes, notamment des doulas, qui nous ont expliqué qu'effectivement, en fait, accompagner les femmes, c'est même plus important que d'offrir des vêtements pour le bébé ou des choses comme ça, en fait, qu'on devrait commencer déjà par ça. Bah, déjà parce que si nous, on va bien, notre famille se portera bien, pour commencer. Et en plus, comme tu le disais, la sexualité, c'est toute la vie et il y a des chamboulements et il faut les appréhender plutôt que d'en avoir peur, quoi. Oui, je pense qu'en fait, on minimise quand même l'impact de la sexualité sur notre bien-être en général. Je vais pas dire que c'est the facteur, évidemment, mais ça joue quand même beaucoup. J'observe à quel point les femmes, dans leur vie en général, elles vont mieux, elles ont plus, je sais pas, de sérénité, d'affirmation d'elles-mêmes, de confiance en elles, quand dans leur sexualité, ça se passe plutôt bien, avec leurs critères à elles. D'accord, ça c'est important. Qu'est-ce qu'une sexualité épanouissante? Toutes les trois, on aurait toutes les trois une définition différente. Mais en tout cas, voilà, moi, je me sens mieux dans ma sexualité, donc je vais mieux. Le nombre de fois où j'ai entendu ça. Le couple aussi, quand on est en couple, en tout cas, franchement, enfin, je sais pas vous, mais quand moi, dans mon couple, ça va pas bien, toute ma vie est impactée, en fait, ma relation avec mes enfants, mon boulot, mon sommeil, tout, donc, effectivement, je pense que c'est vraiment la priorité, c'est que la maman et la femme se sentent au mieux. Et beaucoup de mes clientes me disent, voilà, j'attends le rendez-vous avec toi. C'est un moment aussi où je peux déposer, me libérer, je me sens pas jugée. J'ai pas peur de blesser l'autre aussi. Parce que des fois, voilà, on n'ose pas forcément dire des choses, surtout sur le sujet sexuel, où on est tous très susceptibles. Voilà, donc il y a un espace de parole qui est libre. Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, de ce que tu nous as dit, c'est que déjà, effectivement, se faire aider, être accompagné lorsqu'on en ressent le besoin, c'est important et c'est primordial. Ne pas se comparer aussi, et puis faire vraiment les choses à son rythme, déconstruire un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur le fait de devenir parent et d'avoir une sexualité, et que déjà, si on arrive à faire tout ça et qu'on accueille un petit peu les choses et qu'on se fait aider quand il y a de la difficulté, tout se passe au mieux. Oui, c'est un bon résumé de ce que j'ai dit. Je pense que la principale difficulté, elle est que nous, les femmes, on a complètement intégré en fait ces injonctions patriarcales et qu'on n'a même plus besoin d'avoir un partenaire à nos côtés qui nous met vraiment la pression explicitement pour nous-mêmes culpabiliser, nous angoisser, nous inquiéter. Donc en fait, c'est important aussi que le changement il vienne de nous, même si les hommes ont aussi beaucoup, bon là je parle des couples hétérosexuels, hein, mais les hommes ont aussi beaucoup à déconstruire et c'est vraiment dommage d'avoir si peu d'hommes encore dans tous ces accompagnements. Donc bravo déjà à ceux qui se remettent en question et qui réalisent qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans la manière dont tout ça est vécu. Mais c'est vraiment aussi à nous, à un moment donné, de dire stop, là je tape le poing sur la table et moi je décide que je veux vivre ma grossesse, mon postpartum de cette manière-là, faire mes choix maternels qui me sont propres, m'écouter, respecter mon corps, dépasser mes peurs et y aller à mon rythme en fait, que ça plaise ou non en fait. Je me choisis. Je me choisis d'abord. Pour moi, c'est vraiment important et je sais que c'est des mots, c'est pas forcément facile à faire parce que dans certains couples, on a des partenaires face à nous qui nous aident pas du tout à faire ça. Mais après, c'est important de poser ses limites. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes à poser leurs limites aussi, à exprimer leurs désirs, à s'autoriser. Je m'autorise. Voilà, le fameux syndrome dont je parle souvent sur mon Instagram, ce sont des archétypes, les termes que je vais employer, je préviens. Le syndrome Madone putain, c'est-à-dire en gros, je m'autorise en fait à être à la fois l'archétype de la Madone et l'archétype de la putain. Je peux être les deux parce que dans notre société, les mères, sont désexualisées aussi. Donc du coup, on a complètement intégré ça. Et on peut se déconnecter complètement de notre sexualité. Et je suis pas certaine que pour bon nombre d'entre nous, sur du long terme, on soit très gagnante de ça. Voilà, même s'il y a encore une fois des exceptions, mais je pense qu'on a tout à gagner à oser. Notre corps, il adore avoir du plaisir, que ce soit avec la nourriture ou le sexe, chose. Donc offrons-lui aussi ce cadeau-là, ça fera du bien. Ça nous fera du bien à notre tête, à notre corps, à notre couple et à notre relation à nous-mêmes. Merci beaucoup Manon. Merci. Nous espérons que cet épisode vous aura parlé, réconforté, déculpabilisé, mais surtout rassuré et guidé. N'oubliez jamais, mesdames, que chaque histoire est différente et que chacune a son rythme et que c'est ok. Le plus important est de vous écouter vous-même.
Et si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus, on vous a mis le lien vers le compte Instagram de Manon en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte qui se trouve en barre d'infos. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!